Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité de ce samedi, Malabo s'ouvre au 11e sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les pays membres unis pour renforcer la coopération et relever les défis mondiaux du terrorisme, du changement climatique et de la crise énergétique. Dans le Banico, la pêche et la pisciculture annoncent un avenir prometteur pour la 13e région. Avec plus de 13 000 tonnes de poissons par an, la 13e région mise sur la pêche, la pisciculture et de nouvelles infrastructures pour surmonter l'exploitation anarchique du fleuve. Reprise de la confection des cartes d'identité à Gelhock, une avancée majeure pour les citoyens grâce à un système administratif efficace. Aussi, le commandant de la zone de défense numéro 7 visite les opérations sur le terrain pour s'enquérir des conditions de travail et de l'évolution des missions. Les forces de l'ordre saisissent 100 millions de francs CFA de fausses vignettes fabriquées par les ennemis de l'économie malienne dans une station-service de Badalabougou. Encore une fois, bienvenue dans ce 20h. Suite à la hausse des prix des hydrocarbures sur le marché international, en lien avec les tensions entre l'Iran et les États-Unis, le gouvernement malien se veut rassurant. Des mesures ont été prises pour garantir un approvisionnement régulier du pays, tout en maintenant des prix plafonds subventionnés. Sans cet effort de l'État, le litre de carburant pourrait dépasser 1000 francs CFA. Les autorités assurent suivre la situation de près. Le président directeur général de l'Office malien des produits pétroliers apporte des précisions au micro de Youssouf Diakité. Le monde traverse actuellement une crise énergétique majeure liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. La perturbation du trafic au niveau du détroit d'Ormuz, par lequel transite une part importante du pétrole mondial, a entraîné une hausse significative des prix des hydrocarbures ainsi que des coûts de transport à l'international. Cette situation internationale, indépendante de la volonté de notre pays, a directement impacté nos sources d'approvisionnement, rendant les anciennes structures de prix inadaptées pour garantir un approvisionnement régulier de notre pays en hydrocarbures. Face à cette réalité, et après concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, je cite ici les services techniques compétents de l'État, le groupement des opérateurs pétroliers et les associations de défense des consommateurs, tous regroupés au sein d'une commission permanente créée auprès du ministre de l'économie et des finances. Les plus hautes autorités ont pris la décision responsable d'ajuster les prix à la pompe afin d'éviter toute rupture d'approvisionnement de notre pays. Cependant, conscient des difficultés que les augmentations des prix à l'international peuvent avoir comme répercussions négatives sur les prix à la pompe, le gouvernement a pris des mesures fortes pour atténuer l'impact de cette hausse. Ainsi, l'État a consenti un effort budgétaire exceptionnel en réduisant significativement les taxes sur les produits pétroliers d'environ 3 milliards de francs CFA par mois. En tout cas, sans ces efforts de l'État, les prix à la pompe dépasseraient 1000 francs CFA pour l'ensemble des produits. Les nouveaux plafonds sont fixés comme suit: 875 francs CFA par litre pour le supercarburant, 940 francs CFA par litre pour le gasoil. Je tiens à souligner également que ces prix sont le résultat d'un équilibre entre deux impératifs majeurs, à savoir garantir l'approvisionnement continu du pays, protéger autant que possible le pouvoir d'achat des populations. Par ailleurs, le mécanisme de fixation des prix reste dynamique. Grâce à la commission permanente mise en place auprès du ministre de l'économie et des finances, les prix pourront être révisés à la baisse dès que la situation internationale le permettra. Je voudrais rassurer l'ensemble de nos compatriotes pour dire que toutes les dispositions sont prises pour assurer la disponibilité des produits pétroliers sur toute l'étendue du territoire national. Je tiens à saluer l'engagement et la clairvoyance des plus hautes autorités du pays qui ont fait le choix de privilégier la stabilité sociale et l'approvisionnement du pays au prix d'importants sacrifices budgétaires.
Face aux défis mondiaux, la coopération internationale reste plus que jamais essentielle, ce qui nous pousse à parler de l'ouverture du 11e sommet de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à Malabo, la capitale équato-guinéenne. Une rencontre de haut niveau qui vise à renforcer les liens de solidarité et de coopération économique et de développement entre les pays membres. Les discussions portent notamment sur les enjeux commerciaux, climatiques et sécuritaires dans un contexte international en mutation. Les précisions avec nos envoyés spéciaux, Tamsir Diabaté et Aboubacar Traoré. À Malabo, le 11e sommet de l'OACP célébrant le cinquantenaire de l'organisation s'impose comme un tournant décisif. Ce rendez-vous cristallise des enjeux majeurs. Définir une stratégie commune capable de répondre aux défis climatiques, énergétiques, économiques et sécuritaires. L'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, forte de ses 79 pays membres dont le Mali, affiche désormais sa volonté de changer de cap en faveur d'une Afrique intégrée, pacifique et résolument tournée vers un développement durable. Dans un contexte de tensions géopolitiques, de persistance des conflits armés, de résurgence de l'insécurité et du terrorisme, les effets du changement climatique, crise du système alimentaire, de vulnérabilité énergétique, d'inégalité au sein du système économique mondial. Face à ces phénomènes néfastes, nos États ressentent le besoin d'une solution qui nous permettent de nous renforcer afin d'agir unis. Placé sous le thème « Une OACP transformée et renouvelée dans un monde en mutation », cette 11e édition traduit la volonté affirmée des États membres d'avancer dans une même direction. Nous pouvons dire que c'est un succès parce que partager la même vision, partager les mêmes principes et s'engager ensemble à les faire admettre au niveau international, mais aussi en faire un outil de travail au sein de l'OACP, je pense que le Mali peut se réjouir de cela. L'organisation envisage de consolider ses acquis tout en insufflant un nouvel élan afin de renforcer la capacité de ses États membres à répondre efficacement aux défis contemporains. C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime aujourd'hui après avoir représenté son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Il s'agit de ramener notre organisation commune à s'occuper des réalités du continent, des préoccupations des États membres, mais aussi de voir les questions de financement, parce que jusque-là, notre organisation a souffert du fait que plus de 40% de son financement était assuré par l'Union européenne. Et qui dit financement, dit également pouvoir. Il s'agit pour l'OACP aujourd'hui de disposer de son financement propre, financement par les États, trouver des mécanismes endogènes de financement pour assurer l'organisation d'une autonomie, d'une indépendance politique, gage de sa réussite pour le futur. L'un des moments forts du sommet, c'est le passage de témoin entre le président de la République d'Angola et son homologue de la Guinée équatoriale, désormais président en exercice du 11e sommet de l'OACP. Ce sommet d'envergure internationale a également enregistré la présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement. À cette occasion, l'OACP a décerné des distinctions honorifiques à 2 dirigeants pour leur leadership. Le prix de champion OACP de la résilience a été attribué au président sortant du sommet, également président de la République d'Angola, tandis que le prix de champion OACP de la coopération sud-sud a été décerné au président entrant chef de l'État de la Guinée équatoriale. Et sur le terrain économique, les échanges bilatéraux se renforcent entre le Mali et le Cameroun en marge de la 14e conférence de l'Organisation mondiale du commerce. Le ministre malien de l'Industrie et du Commerce a été reçu par son homologue camerounais. Objectif, s'inspirer des avancées enregistrées et renforcer la coopération industrielle entre les 2 pays. Moussa Alassane Diallo s'est exprimé à sa sortie d'audience au micro de Tchemoro Konaté et Idrissa Traoré, nos envoyés spéciaux.
Le Mali dans une posture de redéfinition de la coopération en matière commerciale avec la Chine. Une position rappelée sans ambiguïté par le ministre de l'Industrie et du Commerce à la faveur de cette rencontre du ministre chinois en charge de la question avec ses homologues du continent africain. Moussa Alassane Diallo met en avant ce qu'il appelle l'industrialisation de la base productive du Mali. Le Mali est aujourd'hui un pays de consommation. Nous devrons passer d'un pays de consommation à un pays de production. Et cela passe forcément par l'industrialisation de la base productive de notre économie. Premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel nous avons mis un accent particulier, c'est toutes les questions liées au financement des investissements productifs et des projets structurants, notamment dans les infrastructures. Et le troisième élément que nous avons abordé au cours de ces échanges, c'est le rééquilibrage de la balance commerciale entre le Mali et la Chine. Ce nouveau cadre de coopération ainsi annoncé s'inspire du déséquilibre de la balance commerciale entre les deux pays. Pour inverser la tendance, il s'agira pour la partie malienne d'accélérer la transition vers la mécanisation de l'agriculture. Cela passe par l'aménagement des terres agricoles, par la modernisation des outils agricoles, par la vulgarisation agricole, par la recherche agronomique et par l'amélioration variétale. Une fois que nous obtenons, n'est-ce pas, une masse critique de production agricole, la deuxième phase, c'est de transformer cette production agricole tout en assurant la satisfaction des besoins alimentaires des populations et dégager une offre exportable vers la Chine. Cette rencontre est la suite logique du 9e sommet de la coopération sino-africaine tenu les 4, 5 et 6 septembre 2024. Une rencontre de haut niveau qui a vu la participation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Au cours de cette séance, la coopération entre le Mali et la République de Chine a été élevée au rang de partenariat stratégique. Les échanges que nous avons eus ont été menés dans le cadre de 3 principes posés par le président en chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali et la défense des intérêts vitaux dans les décisions prises. Cette rencontre se veut donc une étape décisive du processus de relecture du cadre de coopération entre la Chine et le continent africain. Une coopération dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Voilà, vous l'aurez compris, c'était plutôt la rencontre avec la Chine et les propos du ministre après les échanges avec son homologue camerounais dans nos prochaines éditions. Construire l'avenir passe aussi par l'éducation. Cap sur la refondation du système éducatif malien à Bamako, une mission de la Banque ouest-africaine de développement évalue un ambitieux programme incluant construction de lycées, centres de formation et rénovation d'établissements, une initiative inscrite dans le cadre de 2026, année dédiée à la culture et à l'éducation. Reportage à Bokari Koulibaly. De grandes ambitions pour insuffler une nouvelle dynamique au système éducatif malien. À la demande du ministère de l'Éducation nationale, la Banque ouest-africaine de développement dépêche une mission à Bamako pour évaluer la mise en œuvre des projets en cours de réalisation dans le domaine de l'éducation. Le but est d'accélérer le décaissement dans la construction des infrastructures scolaires. Il s'agit de faire la construction de 15 nouveaux lycées et la réhabilitation, disons l'extension au niveau de 12 lycées, de construire aussi un certain nombre de centres de formation, que ce soit des centres de formation professionnels comme des centres de formation de maîtres. Et surtout, aussi de rénover 3 lycées phares de Bamako, il s'agit du lycée Askia Mohamed, le lycée Ba Aminata et le lycée technique de Bamako. Au programme de la mission, des échanges avec les acteurs du secteur, visite d'établissements existants et identification des sites appelés à accueillir de nouveaux lycées. C'est de bon augure, surtout en cette période décrétée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, année de l'éducation et de la culture. Au terme de cette immersion, un rapport sera soumis au conseil d'administration de la BOAD pour statuer. Une étape décisive, car derrière ce document se joue bien plus qu'un financement, l'avenir de milliers d'élèves maliens. Paix et cohésion sociale restent également des priorités. Clôture à Bamako du Forum régional sur la paix au Sahel. 2 jours de travaux ayant abouti à l'appel de Bamako, un document stratégique pour renforcer la cohésion sociale et la stabilité dans la région. Reportage à Wadid Makamara.
Le forum sahélien sur la paix referme ses portes à Bamako sur une note d'espoir, celle de cheminer ensemble pour instaurer un climat de confiance entre les communautés. La rencontre de Bamako a eu le mérite de regrouper l'ensemble des leaders religieux et traditionnalistes de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue de 2 jours d'échange, une identité de vue se dégage. Tous conviennent que le dialogue reste la cheville ouvrière pour prévenir les conflits. Autre priorité, l'implication des jeunes et des femmes ainsi que la promotion de l'éducation à la paix. Le SPI a prouvé ici sa maturité. Par votre présence et vos engagements, vous avez confirmé que la paix n'est pas un concept abstrait, mais une construction collective. La rencontre a été sanctionnée par l'adoption d'un document intitulé L'Appel de Bamako, un document qui trace les grandes orientations pour consolider la paix et la cohésion sociale dans la région. Les organisateurs se disent satisfaits et encouragent surtout la mise en œuvre des idées proposées. Le moment est à l'action pour d'abord continuer et renforcer les actions qui sont déjà prises et regarder l'aspect transfrontalier de la crise. Donc, en termes d'action, je vous exhorte à un engagement individuel. Tout ce qu'on a eu à entendre ici, ces propos sont vraiment d'une importance capitale. Donc, au nom du ministre, je salue tout le monde pour dire que cette initiative ne doit pas rester dans les armoires. Il faut vraiment essayer de la faire sortir pour une meilleure connaissance de tout le monde. Ce forum vient ainsi appuyer les efforts des autorités déjà en cours pour renforcer la cohésion sociale. La rencontre se termine, mais les engagements, eux, continuent pour une paix durable au Sahel. Autre levier de développement, l'inclusion économique. Les acteurs du projet inclusif se penchent sur les résultats obtenus et les perspectives d'avenir. Objectif, améliorer durablement l'inclusion financière et les partenariats productifs. Reportage d'Aouda Kone. Cet atelier, c'est pour obtenir de la part des différentes parties prenantes du projet de financement inclusif des filières agricoles une appréciation globale, argumentée et participative de la performance du projet, de ses résultats, de ses effets et de ses perspectives de durabilité. En appréciant les résultats, ça nous permettra également de mieux analyser également l'impact du projet sur les bénéficiaires. Parce que c'est les acteurs qui ont réalisé, qui peuvent parler de ça et tirer les leçons à la fin. Donc les leçons. Et ces leçons vont servir aux interventions futures. Le FIDA, donc, comme la majorité de vous le savent, donc, c'est une institution spécialisée des Nations Unies, dont le Fonds international de développement agricole. Et en partenariat avec le gouvernement du Mali, nous avons travaillé pour ce projet d'inclusion financière pour la promotion des filières agricoles. Ce projet arrive à son terme et nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter ensemble de ce qui a bien marché, pour aussi apprendre des leçons et nous permettre de les incorporer dans les investissements futurs. Le projet inclusif s'est achevé le 31 décembre 2025. Ce sont plus de 314 000 personnes qui ont eu accès aux services financiers dans les zones rurales, soit 99,78% de la cible finale. Au regard de ces résultats, le ministre en charge de l'agriculture invite les partenaires à la reconduction du projet. Ce secteur emploie à peu près 80% de la population malienne. Et l'apport également de ce secteur par rapport un peu au PIB avoisine les 35 ou 40%. Ça veut dire que le secteur a un poids démographique et un poids économique. Mais le problème aujourd'hui, c'est un peu comment supporter les différentes activités, les orientations d'un projet. Le projet de financement inclusif des filières agricoles est une initiative de l'État malien avec l'appui des partenaires financiers comme Fonds international de développement agricole FIDA, le Canada et le Royaume du Danemark. Et les femmes ne sont pas en reste dans les dynamiques de développement. Le salon Women in Mining Mali a ouvert ses portes à Bamako, une plateforme d'échange et de valorisation des ressources minières avec un accent sur les pierres précieuses du Mali. Reportage à Sokona Kamisoko.
Les femmes évoluant dans les sociétés minières à l'honneur au Centre international de conférence de Bamako. Cela s'appelle Salon Women in Mining Mali. Première édition, un rendez-vous de 2 jours à dimension africaine qui enregistre la participation de plus d'une centaine d'exposants venus du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Mieux, plus de 3000 visiteurs y sont attendus. Une initiative de l'association Women in Mining Mali qui s'inscrit dans une logique, celle de contribuer à booster l'entrepreneuriat féminin tout en valorisant la filière transformation des pierres précieuses. Il n'y a que des ateliers de taillage au Mali, mais on n'arrive pas à valoriser. Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas un simple événement de 2 jours. C'est un mouvement pour célébrer et sublimer la beauté féminine à travers nos pierres. Le choix de ce thème n'est pas anodin. Promouvoir et valoriser nos pierres précieuses et fines, c'est affirmer notre souveraineté économique. C'est encourager la transformation locale, c'est créer de la valeur ici au Mali. Et c'est positionner notre pays sur des chaînes de valeur à plus forte rentabilité. Pour le lancement de cette première édition, 2 panels sont à l'ordre du jour. Le premier est axé sur les défis liés à la structuration du secteur, tandis que le second fait allusion à la transformation locale et la création de valeur ajoutée. Les thèmes qui seront débattus au cours de ces journées nous édifieront sans nul doute sur les enjeux réels de la production des pierres précieuses dans notre pays, les défis et les opportunités, ainsi que le rôle que jouent les femmes du réseau WIM dans la chaîne de production et de la commercialisation. Je voudrais d'ici lancer un appel à nos sociétés partenaires, à nos partenaires techniques et financiers, d'envisager d'accompagner ce secteur en mettant à disposition les outils nécessaires à la formation, les outils nécessaires à la transformation, les outils nécessaires à la valorisation des pierres précieuses. Il s'agit là d'une véritable opportunité d'affaires pour des dizaines de femmes qui volent de leurs propres ailes en faisant carrière dans le secteur des mines, cela avec seule ambition d'assurer leur autonomisation. Et sur le terrain administratif, des avancées concrètes sont enregistrées, je le disais en titre. Bonne nouvelle pour les populations d'Aguelhok. La confection des cartes d'identité a repris grâce au retour de l'administration. Un pas important vers le renforcement de la présence de l'État. Sidi El Mehdi Ag Albaka. Aguelhok, l'administration relance l'établissement des pièces d'identité nationale. Un exercice simple mais plein de sens pour une ville longtemps coupée du reste du pays alors que la fibre patriotique de ses habitants ne faiblit pas. Ici, après une période marquée par l'absence de services publics, l'administration reprend progressivement ses activités. Parmi les actions prioritaires, l'établissement des pièces d'identité nationale, une source de fierté pour les populations du cercle d'Aguelhok. Je viens d'établir ma carte d'identité nationale du Mali. Je suis fier vraiment d'être malien. Je suis un Malien et je suis fier de celle-là. Et vraiment, je félicite beaucoup l'administration. Cette dynamique vise à rapprocher l'administration de ses populations. Chaque citoyen doit pouvoir disposer de ses pièces d'identité sécurisées et en cours de validité. Nous assumons entièrement nos missions régaliennes grâce au soutien des autorités régionales et des plus hautes autorités, à savoir le ministère de l'administration territoriale, qui n'a ménagé aucun effort pour nous mettre dans les conditions de travail en nous fournissant les mobiliers nécessaires et surtout en mettant à notre disposition les pièces d'identité afin de les établir aux populations. Nous sommes constamment en contact avec nos populations. Cette opération marque une étape importante dans le retour de l'administration à Aguelhok. Elle permet aux populations d'accéder à leurs droits civiques et aux services publics. En somme, ces initiatives visent à renforcer la présence de l'État et à faciliter la participation des citoyens à la vie de la nation.
Et toujours à Aguelhok, le commandant de zone de défense est rendu auprès des troupes pour évaluer leurs conditions de travail et suivre l'évolution des opérations. Et nous restons avec Sidi El-Midi Ag Al-Baka. En visite à Aguelhok pour sa première sortie, premier acte posé par le colonel Abtaher Meiga, commandant de la zone de défense numéro 7, et le recueillement sur la tombe des militaires maliens qui ont fait le sacrifice ultime en 2012 sous le commandement du vaillant capitaine Traoré Bad, une mémoire vivante de la fidélité du soldat malien à la mère patrie, le Mali. Ici, ces soldats qui reposent ici représentent le symbole même de l'État. Il représente le symbole même du patriotisme, le symbole du courage. Des jeunes gens, à la fleur de l'âge, qui auront pu faire autrement. Mais non, au nom de la patrie, au nom du Mali, au nom de notre drapeau, ils ont décidé de donner leur vie pour le pays. Ça, on appelle ça le sacrifice ultime. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce courage, ce patriotisme qui les incarnait, on ne le voit pas très souvent, mais ils ont fait ce choix pour le Mali, pour que nous puissions continuer à mener cette lutte et ce combat pour eux. À la tête de ces jeunes gens, le jeune commandant de compagnie, le capitaine Sékou Traoré, que je connais particulièrement, il était mon cadet, c'est un homme très dévoué. On ne peut pas tarir de l'eau sur sa qualité. Le colonel Abtaher a eu des échanges fructueux avec la troupe qui affiche un moral au top et une détermination inébranlable afin de poursuivre les opérations pour anéantir les débris des mouvements armés terroristes, de visites aux différents checkpoints, de prise de contact avec les hommes et des rencontres grandeur nature pour une parfaite collaboration avec la population civile ont meublé le séjour du commandant de la zone de défense numéro 7 à Aguelhok. Culture maintenant, avec des initiatives qui renforcent l'identité nationale. La biennale artistique et culturelle prend forme à Bougouni avec la pose de la première pierre de la mascotte de l'événement érigée sur une superficie de 500 mètres carrés. Symbole fort de cette grande messe culturelle. Pour plus de détails, écoutons le ministre Mahmoud Dafé au micro de Alpha Maïga et Djibril Bagayoko. La symbolique, elle est très forte. Comme on vient de le constater, l'escargot, la biennale, la mascotte qui se déplace avec le fanion, c'est tout un symbole, c'est une mémoire, c'est une transmission, mais c'est une identité. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour à Bougouni et c'est le lieu de féliciter et de remercier l'ensemble des autorités régionales, à leur tête le gouverneur Wélé, et aussi de saluer nos frères de Tombouctou qui ont bien voulu organiser la Biennale 2025 avec brio. Et donc nous sommes très heureux de poser cette première pierre parce que c'est l'identité même, c'est la présence éternelle de la Biennale dans la cité de Bougouni. Et donc le slogan que Bougouni nous propose est très fort. Quand Bougouni sème la culture, c'est le Mali qui récolte la fierté. Et donc ici nous sommes dans un Mali apaisé et fier, et c'est le lieu, et au nom des plus autres autorités, à la tête le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État du Mali, et du général de division Abdoulaye Maïga, le Premier ministre du Mali, et à l'ensemble, au nom de l'ensemble du gouvernement du Mali, nous saluons ce premier geste et surtout toutes les autorités régionales de Bougouni pour l'accueil de la mascotte de la Biennale. Actualité AES, les pays de l'AES déboutent contre toute ingérence extérieure. Les populations expriment ainsi leur attachement à la souveraineté de leur État. Les forces vives ont organisé simultanément des meetings à Ouagadougou, à Niamey et à Bamako, suivant les reportages de Kassim Diallo de l'ORTM, Issa Ousmane Mahamat de la télévision du Niger et Moussaki de la RTB. Une marée humaine compacte et déterminée. À la place de la concertation de Niamey, hommes, femmes, jeunes et anciens ont répondu présents, unis par une conviction commune, celle d'un Sahel libre, digne et souverain.
Banderoles levées, slogans scandés, regards résolus, c'est tout un peuple qui s'exprime dans le calme mais avec fermeté pour dire non à l'ingérence extérieure et oui à l'autodétermination. Nous rejetons avec fermeté cette résolution. Elle constitue une ingérence inacceptable dans les affaires d'un État souverain et traduit la persistance de réflexes paternalistes que nos peuples ont définitivement dépassés. Nous saluons la solidarité exemplaire entre les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'Union européenne a oublié que depuis le 26 juillet 2023, que les peuples de la Confédération AES, particulièrement le Niger, ont cessé d'obéir sans réfléchir à une certaine logique tracée par les maîtres des cieux d'hier, logique qui devait être suivie sans réflexion. Le Niger est devenu un pays de valeurs, attaché à ses repères, à ses traditions et à toute évolution. Même tonalité du côté du président du Conseil consultatif de la refondation. Nous disons non, non et non au Parlement européen. Et aujourd'hui encore, en ce samedi 28 mars 2026, le CCR, par notre voix, réaffirme la plus grande fermeté sa condamnation de cette démarche inacceptable du Parlement européen. Une mobilisation historique, à la fois citoyenne et politique, qui traduit une profonde transformation en cours dans l'espace sahélien. Place de la nation de Ouagadougou, c'est 28 mars 2026. Venus des quatre coins de la région du Kadiogo et des autres régions du Burkina Faso, ces hommes et femmes répondent ainsi à l'appel de la CNAVC, la coordination nationale de la veille citoyenne. Ils dénoncent avec force à travers cette marche l'ingérence de l'Union européenne dans les affaires du Niger, un pays membre de la Confédération des États du Sahel, AES. Il y a des intérêts qui sont cachés dans nos pays, dans l'AES. Ils veulent, ne savent pas quoi faire. Il faut passer par là, commencer la bagarre pour y arriver. Mais nous les disons non et non. De la place de la nation, les manifestants arpentent les rues de la capitale burkinabé en direction du siège de l'Union européenne sur Kwame Nkrumah. Drapeau des trois pays de l'AES, des pancartes, des vuvuzelas et même des sifflets à main. La coordination nationale des associations de la veille citoyenne dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous récupérons l'Afrique et c'est pour nous, c'est pas pour eux. Et s'ils tentent là, ils vont voir les pays en face. Et s'ils tentent, ils vont nous voir en face. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Camarades. Nous sommes sortis aujourd'hui pour dire à l'Union européenne que derrière l'AES, il y a un peuple. Vieux, jeunes, tous sont ici mobilisés. Une mobilisation qui traduit toute la détermination et l'expression de ces marcheurs à soutenir en tout temps et en tout lieu les dirigeants des trois pays de la Confédération de l'AES. Pour les responsables de la CNAVC, cette marche-meeting n'est juste qu'un avertissement. Ils appellent les peuples de la Confédération à une veille citoyenne permanente et continuelle pour la défense et la marche victorieuse de la Confédération AES. Ce meeting est un meeting de dénonciation de la résolution du Parlement européen du 12 mars appelant à une libération immédiate et inconditionnelle de l'ex-président Bazoum. Nous disons non, non à toute forme d'ingérence extérieure. Nous disons non, non à toute tentative de déstabilisation de nos États. Et nous affirmons haut et fort que l'avenir de nos pays ne se décidera pas ailleurs, sans nous, et ne se décidera pas en dehors de l'Afrique et de chez nous. Nous les Nigériens, ça nous va droit au cœur. Tout ce que nous on peut faire, c'est de saluer ceux qui ont eu l'initiative de cette organisation-là. On leur salue de fond cœur. La plateforme des femmes de l'AES section du Mali soutient le Niger. Nous vous soutenons pour cette initiative et nous disons non à l'ingérence dans vos affaires intérieures. L'AES même, c'est aujourd'hui un atome, ce n'est plus une famille. Nous sommes un électron uni pour
pour combattre l'impérialisme sur toutes ses formes. Et c'est la raison pour laquelle le Niger était là, le Burkina était là, tout le peuple de l'AES est là. Donc vraiment c'est pour magnifier notre union sacrée autour de la vision globale de la défense de la souveraineté collective des États de l'AES. Nous ne recevons plus d'ordre, nous ne recevons plus d'injection. Nous décidons nous-mêmes de notre destin. L'AES est engagée dans une révolution silencieuse mais irréversible. Et nous le disons avec force, cette marche est irréversible. Rien ni personne ne pourra l'arrêter. Peuple de l'AES, l'histoire s'écrit avec des peuples engagés. Aujourd'hui, chacun de nous a une responsabilité. Défendre notre souveraineté, défendre notre dignité, soutenir notre confédération. Ce combat n'est pas celui des dirigeants seulement, c'est le combat de tout un peuple. Clôture du forum sur le financement de la santé au Burkina Faso, des recommandations fortes pour bâtir un système plus équitable et performant. Une clôture marquée par la présence du Premier ministre burkinabé, Moumouni Wanga. C'est sur une note d'espoir que se referme le premier forum national sur le financement de la santé, FONAFIS. 3 jours durant, experts, délégations étrangères et partenaires se sont accordés sur les bases d'une feuille de route structurée en 3 axes, à savoir stratégique, technique et celui relatif à l'institutionnalisation du forum. Il recommande de poursuivre la documentation des évidences afin d'améliorer la compréhension et l'absorption des informations collectées et diffusées auprès de l'ensemble des acteurs. Exploiter pleinement les textes juridiques et réglementaires existants pour tirer parti des allègements et dérogations en matière d'exécution budgétaire pour la santé. Cette rencontre de haut niveau a enregistré la présence de plusieurs ministres de la Santé ainsi que des délégations de pays frères. Par la voix de leurs représentants, ils saluent le modèle burkinabé perçu comme une référence en matière d'innovation sanitaire. Un satisfecit partagé par les partenaires techniques et financiers qui s'engagent à s'allier aux priorités définies par le gouvernement burkinabé. Les partenaires techniques et financiers saluent également la vision portée par les autorités du Burkina Faso, ainsi que l'engagement politique du pays à entreprendre des réformes nécessaires à sa concrétisation. Le Burkina Faso vient de montrer la voie à suivre. Notre participation à ce forum témoigne à nouveau la solidarité africaine pour une diplomatie sanitaire agissante qui transcende nos frontières. Président cette clôture au nom du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le Premier ministre Limtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo salue la mobilisation exceptionnelle des participants. Pendant ces échanges intenses, vous avez inspecté, palpé et ausculté notre système de financement de la santé sur tous ses aspects. Au-delà des chiffres, des tableaux et des graphiques, vous avez posé des diagnostics sans complaisance et surtout vous avez dégagé des solutions pragmatiques pour aligner notre financement sanitaire sur les ambitions de notre plan Relance 2026-2030. Le chef du gouvernement engage le ministre de la Santé quant à la prise de mesures en vue d'assurer un suivi rigoureux de la mise en œuvre de ces réformes. Pour lui, il n'y a rien qui vaille que la vie des compatriotes. Et la ministre malienne de la Santé, colonel-major Assaba Diallo Touré, salue les avancées, notamment en matière de digitalisation, un processus très avancé au Burkina Faso. Elle est interrogée par nos confrères de la RTB. Des recommandations ont été faites et on remercie les uns et les autres parce qu'on a échangé beaucoup d'expériences. On tend vers la digitalisation des structures sanitaires et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ces différents pays. Et chapeau au Burkina qui est déjà à plus de 12% de son budget alloué à la santé. Et on a parlé des ressources internes, c'est-à-dire l'opérationnalisation des systèmes de couverture sanitaire. Et ça aussi, c'est dans tous ces pays que ça se passe. C'est-à-dire on tend vers le RAMU, c'est le régime d'assistance médicale universelle où tous les citoyens seront soignés. Par rapport aux médicaments, il est grand temps qu'on commence à fabriquer nos médicaments. Si on sait que 97% de nos médicaments sont fabriqués à l'extérieur.
on les achète. Et quand on parle de souveraineté, c'est la souveraineté sanitaire, ça doit passer par là. Donc là, on va faire la cartographie de ce que les pays font et nous mettre ensemble, parfois pour faire même l'achat de ces médicaments-là et pour nous soutenir les uns et les autres. On apprécie beaucoup la participation du Mali. Vous devez sans doute savoir que depuis quelque temps, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne font pratiquement plus qu'un pays. Donc c'est tout à fait normal qu'on soit là. Mais on est là avec tous les autres pays, frères et amis, parce que nous avons tous une même vision. Et je profite aussi pour féliciter et remercier vraiment la vision panafricaine du capitaine Ibrahim Traoré qui hier n'a pas manqué de nous donner des conseils et de nous présenter sa vision de ce qu'il pense par rapport à la santé. De l'Agence pour les investissements au Mali, API Mali, a renforcé vendredi dernier les capacités du personnel de l'ambassade du Mali au Congo. L'initiative vise à mieux promouvoir la destination Mali. Dans un second temps, la mission a rencontré les Maliens établis au Congo pour échanger autour des opportunités d'investissement. Un commentaire de Bokari Koulibaly. En mission en République du Congo, l'Agence pour la promotion des investissements au Mali, API Mali, multiplie les initiatives pour renforcer l'attractivité du pays. À l'ambassade du Mali à Brazzaville, le personnel diplomatique a bénéficié d'une session de formation axée sur la diplomatie économique. À travers cette formation, il s'agit de doter ces acteurs des outils nécessaires pour mieux vendre la destination Mali, ses opportunités et ses réformes. Et donc nous avons initié cette rencontre avec vous pour échanger sur les astuces que l'API Mali, en tant que porte d'entrée des investissements et expert de la promotion des investissements, peut partager avec vous pour transformer toute activité à laquelle vous participez, toute rencontre que vous faites avec un Congolais ou un Malien de la diaspora ou un investisseur tout court en une opportunité d'investissement dans notre pays. Deuxième temps fort de la mission, la rencontre avec la diaspora malienne établie au Congo, un cadre d'échange direct entre l'API Mali et les compatriotes autour des opportunités d'investissement au pays. Face à une diaspora attentive, le directeur général de l'API Mali a présenté les secteurs porteurs, les réformes engagées et surtout les dispositifs d'accompagnement mis en place pour sécuriser et faciliter les investissements. Nous avons vu une diaspora qui a soif d'investir, soif de contribuer, mais qui manque d'informations. La mission a permis de mettre en place un dispositif avec l'ambassade qui permettra à l'ambassade d'être suffisamment outillée pour accompagner cette diaspora et l'orienter vers les investissements dans notre pays. La mission a été fort utile et les gens sont répartis satisfaits avec le maximum d'informations, avec le maximum de données. Désormais, je crois que quand ils se présenteront au Mali, ou en tout cas même au niveau de l'ambassade, ils auront le maximum d'informations par rapport à leurs différents projets d'investissement. Entre échanges constructifs, engagement et réseautage, la rencontre s'est achevée sur une note d'enthousiasme partagé, prolongée par un moment convivial. Retour au Mali avec les actions humanitaires. La Croix-Rouge malienne dévoile son plan 2026, assister à 2,7 millions de personnes vulnérables à travers le pays. C'est son objectif. La somme de 21 milliards de francs CFA devra servir pour répondre de manière plus efficace aux besoins humanitaires des communautés. Reportage Aïssata Saliou Maïga et Adama Traoré. C'est pour répondre de manière plus efficace aux besoins humanitaires des communautés vulnérables que les responsables de la Croix-Rouge malienne ont présenté le nouveau plan unifié 2026 aux partenaires stratégiques et aux hommes des médias. Ce nouveau plan, qui prévoit d'assister 2,7 millions de personnes à travers tout le pays, vise à renforcer l'impact des interventions de la Croix-Rouge malienne au sein des communautés les plus vulnérables.
et la bagatelle de 21 milliards de francs CFA devra servir pour mener à bien les actions humanitaires de la Croix-Rouge malienne. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du lancement de notre plan unifié et depuis plus de 3 ans, la Croix-Rouge malienne est engagée avec ses partenaires dans le cadre d'une organisation qui nous permet effectivement d'avoir un plan unique de réponse aux besoins des populations. L'idée du plan unifié, c'est de faire en sorte que toutes les donations, tous les partenaires s'alignent derrière un plan unique que la Croix-Rouge malienne a élaboré chaque année pour faire face aux besoins humanitaires. Ce projet innovant qui ambitionne de renforcer la résilience des communautés s'articule autour du climat, des catastrophes et des crises, de la santé et du bien-être, la migration et le déplacement massif, ainsi que la promotion des valeurs humanitaires et de l'inclusion des communautés dans le processus de développement. Pour cette année 2026, l'enjeu consiste à renforcer l'impact des interventions, améliorer la qualité des services rendus aux populations et soutenir la résilience des communautés. Il s'agit également de consolider les mécanismes de coordination, de suivi et de redevabilité. Ce plan vient renforcer les efforts du gouvernement dans plusieurs domaines prioritaires, notamment la santé publique, la nutrition, l'accès à l'eau potable, la protection sociale et le soutien aux communautés affectées par les crises. Il traduit également une approche de proximité fondée sur la présence communautaire et l'engagement volontaire qui constitue l'une des forces de la Croix-Rouge. À noter que depuis 60 ans, la Croix-Rouge malienne œuvre pour le bien-être des populations affectées par les inondations, l'insécurité et les effets des changements climatiques, tout en respectant les principes fondamentaux d'humanité, de neutralité et d'impartialité. Dans les régions, certains secteurs économiques montrent des signes encourageants. La filière pêche et pisciculture dans la région du Dioula affiche des perspectives prometteuses malgré certains défis. La production annuelle qui avoisine les 13 000 tonnes devrait s'améliorer grâce à l'appui de l'État et ses partenaires. Reportage au RTM Dioula, Moustapha Doumbia et Alassane Sangari. La région de Dioula est une zone de production de poissons aussi bien sur les plans de la pêche que sur celui de la pisciculture. La production annuelle est estimée à plus de 13 000 tonnes. La pêche est pratiquée sur les Baoulés, un affluent du Bani, qui à son tour est un affluent du fleuve Niger. La pêche est capitale dans la région à travers les 6 cercles avec le nouveau découpage. La quantité de production de poissons, ça a dépassé les prévisions régionales. Souvent, on est en train de voir comment améliorer cette statistique. En tout cas, ça dépasse les quantités régionales là, au niveau de la pêche et même de la pisciculture. L'année 2025, on était à 13 000 quelques tonnes, toutes productions confondues. L'actualité de la pêche et de la pisciculture dans le Baninko, c'est la réalisation de 2 poissonneries modernes dans la ville de Dioula, ce qui va permettre de développer la vente du poisson frais. Je suis dans la vente des poissons depuis 2012. Il était très difficile de conserver les poissons à cause du manque de glace. Cela provoquait beaucoup de pertes de poissons. Si nous avons aujourd'hui la possibilité de produire de la glace, c'est vraiment un plus pour le développement de la filière poisson. Je suis Bozo, donc j'ai toujours évolué dans la filière poisson. Mais c'est à partir de 2003 que je me suis consacré au commerce de poissons. J'ai rencontré beaucoup de problèmes liés notamment à la glace pour la conservation du poisson frais. C'est donc un grand soulagement et un grand espoir de bénéficier aujourd'hui de cette poissonnerie. La réalisation des 2 poissonneries modernes est l'œuvre du projet de restauration des terres dégradées. Un projet qui accompagne également la coopérative Djeganyuman Boton de Dioula dans la réalisation d'une écloserie semi-moderne pour la production des alevins. Il y a des pisciculteurs dans tous les 6 cercles de Dioula. Donc là, il y a un problème d'alevins. Si on conduit l'écloserie à Dioula ville,
ils auront la facilité d'accès aux alevins. Déjà qu'à Dioula, nous avons l'interprofession, donc nous ferons de notre mieux par rapport à ça. La coopérative Djeganyuma Boton est créée en 2023 et compte une vingtaine de membres. Son objectif est de développer la filière poisson dans la 13e région administrative, ce qui suppose la production d'aliments poissons pour compléter les efforts de l'État. On ne fait que remercier l'État par rapport à son appui qui est très précieux. Chaque année, l'État fait un appui à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, un appui en intrants, c'est-à-dire aliments importés et aliments locaux. Aujourd'hui, la région a connu au moins une grande difficulté majeure par rapport à l'exploitation des produits halieutiques. Liée à l'exploitation anarchique d'abord dans le fleuve, c'est-à-dire l'orpaillage et les dragues, surtout, qui est un facteur polluant, c'est-à-dire qui dénature la qualité de l'eau, ce qui amène au moins une survie désagréable par rapport aux espèces aquatiques. Selon le directeur régional de la pêche de Dioula, la filière poisson a un bel avenir devant elle, malgré les quelques difficultés. Culture encore, avec un hommage vibrant à une légende, la 9e édition du festival Ali Farka Touré s'ouvre sous le signe de la mémoire et de la transmission. 3 nuits de célébration pour honorer une icône de la musique malienne. Reportage Moussa Kamara et Abou Kouni. Guitare envoûtante, rythme du désert, voix pénétrante dès les premières notes, l'esprit d'Ali Farka Touré plane sur la scène à travers les notes musicales de son fils Vieux Farka. Le public vibre, la légende est bien vivante, un voyage musical entre tradition et modernité, inspiré du blues sahélien qui a fait la renommée de l'artiste. 3 nuits de concerts, 3 moments d'émotion intense portés par la fondation du festival Ali Farka Touré. L'événement se veut un espace de transmission d'un héritage musical unique. La 9e édition coïncide au 20e anniversaire du décès du triple Grammy Award. Cette année, on a quand même décidé, comme vous le voyez, de faire une foire. Parce que Ali n'était pas qu'un musicien, mais il faut souvent montrer d'où vient Ali. La programmation, elle est assez riche. C'est Ali Farka, il est pour tout le monde. Mais ces 3 nuits, il y aura beaucoup de musiciens. Il y aura Afel Bokoum, il y aura Samba Touré, il y aura Cheikh Sirima, il y aura Milmo, il y aura tout mélangé. Pour les artistes présents, participer à ce festival dépasse la simple performance. C'est un devoir de mémoire, un hommage vivant. Ali Farka Touré est un monument. Et Jazz Awaga est créé depuis 1992 et Ali Farka Touré est venu 3 ou 4 fois pour rehausser Jazz Awaga et puis bon, pour participer, donc il participe sans problème. Ensuite, quand il est décédé, nous avons fait un jazz hommage à Ali Farka Touré à Ouagadougou. Ensuite, son fils nous a dit qu'il y a une fondation Ali Farka Touré et chaque année, ils le font et que c'est la 9e édition. Les autorités maliennes saluent la constance et la portée de cet événement devenu incontournable. Ali Farka Touré a porté haut l'image positive du Mali sur toutes les scènes du monde. Il a été un artiste talentueux, un artiste engagé, un artiste qui faisait à la limite peur aux autres musiciens tellement que son talent, il en avait à revendre. Et de ce point de vue, lui rendre hommage aujourd'hui à travers cette 9e édition, c'est vraiment un honneur pour nous, c'est un honneur pour le ministre en charge de l'artisanat, de la culture et de l'industrie hôtelière. C'est vraiment lancer un appel à ce que cela puisse être entretenu, accompagné non seulement par les autorités, mais par l'ensemble du monde de l'écosystème entrepreneurial, artistique, musical et culturel. 20 ans après, Ali Farka Touré continue de faire vibrer les cœurs et à travers chaque note, chaque voix, une évidence s'impose. Les légendes ne disparaissent jamais, elles résonnent.
Dans un autre registre, les forces de sécurité poursuivent la lutte contre la fraude. Le 4e arrondissement a procédé à l'arrestation de présumés falsificateurs de vignettes. 100 millions de francs CFA, c'est l'estimation de ces fausses vignettes. Une opération qui s'inscrit dans la lutte contre la fraude et la protection des recettes publiques. Reportage Abdulkarim Kaba. 100 millions de francs CFA, c'est la valeur des centaines de fausses vignettes d'automobiles saisies par les agents du commissariat de Torokorobougou. Ils sont 3 personnes, un coursier, un conducteur de mototaxi et le présumé propriétaire qui serait un récidiviste. Pour interpeller ces criminels dans une station de vente de carburant à Balabou, on a procédé à des perquisitions qui nous a permis de déceler un colis, comme vous voyez, contenant des viandes parallèles venant de l'extérieur. Aussitôt, on a interpellé l'intéressé et 2 autres personnes. Donc, pour l'instant, ils sont à notre niveau et les enquêtes continuent. Il y a toutes les qualités des viandes de toutes catégories. Il y a des viandes de 100 pièces, de viandes de 220 000, 600 pièces de viandes de 32 000, 100 pièces de viandes de 289 800, 100 pièces de viande de 116 800, 500 pièces de viande de 13 000. Donc d'une valeur estimée à environ 100 et quelques millions. Ce coup de filet de l'arrondissement de Torokorobougou a été possible grâce à des actions citoyennes, notamment le renseignement. Je dirais à la population de collaborer, comme ils l'ont tout le temps fait. La viande, c'est le nerf même de l'économie du pays. Donc tout bon citoyen doit vraiment dénoncer ces malfaiteurs-là. Cette opération qui se poursuit démontre l'efficacité de la police nationale dans sa lutte contre la criminalité financière et souligne l'importance vitale de la collaboration entre les habitants et les services de sécurité. Les autorités appellent désormais les usagers à une vigilance accrue lors de l'achat de leurs vignettes pour ne pas alimenter ces réseaux criminels. Place à présent au sport. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Koudi Sibi. Bonsoir Koudi. Bonsoir Karizatou, bonsoir à tous. Alors football, pour commencer, les Aigles du Mali joueront en amical mardi contre la Russie. La rencontre est prévue à Saint-Pétersbourg. Oui, sur 24 joueurs convoqués par le sélectionneur Tom Saint-Fit, 20 ont donc déjà rejoint le groupe à l'hôtel River Palace de Saint-Pétersbourg. Le défenseur Amadou Dante est attendu ce soir. 3 joueurs manqueront à l'appel. Il s'agit des défenseurs Mamadou Fofana Nojo et Cheikh Oumar Fofana et l'attaquant Mamadou Kamara. Donc c'est la première rencontre en tout cas des Aigles du Mali après la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, le match est prévu mardi à partir de 17h temps universel à Saint-Pétersbourg. Vous apercevez donc les Aigles dans ce regroupement à l'entraînement. C'était donc aujourd'hui même voilà, sur le terrain d'entraînement de Saint-Pétersbourg, des Aigles joyeux avant de retrouver donc la pelouse de Saint-Pétersbourg pour cette rencontre amicale. Voilà, Karija tout connaît, un match absolument important dans le cadre de l'esprit d'équipe. Tout à fait. La Fédération malienne de gymnastique a choisi Ségou pour abriter la 2e édition de son championnat national. Oui, la compétition regroupe les ligues de Bamako, Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Koutiala, Bougouni, Bandiangara et Dioïla. Les disciplines retenues sont la danse aérobique et le step dance. L'événement, parrainé par le gouverneur de la région de Ségou, était présidé par son directeur du cabinet. Les détails avec Cheikh Tangara et Bakary Traoré de ORTM Ségou. Après Bamako, Ségou reçoit le monde gymnastique du Mali en faveur de la 2e édition du championnat national de gymnastique. 9 ligues participent à cet événement majeur de la Fédération malienne de gymnastique qui a pour but de vulgariser et développer la pratique de la dite discipline. L'objectif principal de ce championnat est de magnifier la gymnastique dans toute sa splendeur et constitue également un cadre privilégié permettant à notre directeur technique et à nos entraîneurs de dénicher, de détecter des talents gymnastiques afin que nous puissions les préparer pour des compétitions futuristes. L'une des dernières nées des fédérations sportives du pays, elle a rapidement rassemblé plusieurs ligues à travers le pays.
et ramener plusieurs distinctions internationales à partir des compétitions. Une dynamique saluée et appréciée par les autorités. Le sport, au-delà de la compétition, est un puissant outil d'éducation, de cohésion sociale et de promotion de la paix. Il inculque à notre jeunesse des valeurs essentielles telles que la discipline, la rigueur, le respect et le dépassement de soi. Les performances enregistrées au niveau continental, notamment avec les médailles remportées au championnat africain de gymnastique aérobique au cœur, ainsi que les distinctions obtenues sur d'autres scènes internationales, sont une grande fierté pour notre pays. Les athlètes, à travers leur ligue, rivaliseront des jours durant devant le public ségouvien en danse aérobie et en step dance. A rappeler que les ligues de Gao, San et Nara participent en tant qu'observateurs. Voilà, des mouvements bien coordonnés que vous appréciez particulièrement, Kardia Tougone. Alors, ça se poursuit ce dimanche, la deuxième journée de la compétition. C'est toujours ce dimanche à Ségou. Merci beaucoup, Kodi. Merci. Et à demain. À demain. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restons attentifs à l'essentiel et confiants en l'avenir malgré les défis. Nos grands-pères disaient que le mil ne pousse que là où on le cultive. Un appel à l'effort collectif pour construire un avenir meilleur. Rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition. Très belle soirée à toutes et à tous.